Hey, dans cette vidéo, j'essaye de t'expliquer rapidement une ambivalence qui se trouve très très fréquente dans les relations amoureuses, puis qu'il y a une sorte de double message inconscient qu'on va envoyer à l'autre et dans la relation. Le premier truc, c'est qu'on va entrer inconsciemment en relation, puis c'est souvent ce qui va provoquer le sentiment amoureux dans une recherche inconsciente de papa-maman. C'est-à-dire, j'ai l'impression de trouver quelqu'un qui me rappelle inconsciemment papa-maman, donc qui me rappelle ce qui est connu, donc qui me rassure. Donc, quelque part, je vais demander à l'autre, soit comme papa, maman. C'est je vais chercher ça chez l'autre. Ou à l'inverse, ça peut être une possibilité aussi, je vais chercher le profil totalement opposé à ce qui m'a fait souffrir chez papa ou maman pour en fait essayer de me réparer. Mais dans les deux cas, il y a une tentative de réparation. Dans le premier cas, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer un double message qui est soit comme ça parce que ça me rassure, parce que c'est ce qui est connu, et en même temps, soit différent ou différente, de manière à m'apporter ce que papa ou maman n'a jamais su me donner. Donc, soit pareil, soit différent, soit différente. Il y a une sorte d'injonction paradoxale, en fait. Permets-moi d'être face à toi qui je n'ai jamais pu être face à lui ou à elle. En fait, c'est ça. C'est inconsciemment, je vais chercher quelqu'un qui me rappelle papa, maman, dans l'espoir inconscient que cette personne ait quelque chose en plus, ou change, ou soit différente, voire que je transforme cette personne-là, mais souvent, c'est pas comme ça qu'on se le dit, hein, de manière à ce qu'elle m'apporte enfin ce que je n'ai pas reçu dans l'enfance. Et dans le cas où j'ai été chercher quelqu'un qui est à l'opposé du profil de papa-maman qui m'a fait souffrir, donc qui est toujours une tentative en fait de réparation, c'est-à-dire je m'éloigne du danger, je vais chercher quelqu'un qui me paraît non dangereux par rapport à ce qui m'a paru souffrant dans l'enfance. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, je vais quand même finir par lui reprocher de ne pas être papa ou maman. Donc de ne pas être pareil. Je vais finir par reprocher à cette personne-là de ne pas avoir certaines caractéristiques que, en fait, j'ai j'ai commencé à fuir. Enfin, je suis allée chercher cette personne-là parce que justement, elle n'avait pas ces caractéristiques-là et je vais finir par lui reprocher. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je vais finir par reprocher à mon ou à ma partenaire de ne pas être ce pourquoi je suis allée la chercher ou le chercher. Mais évidemment, tout ça inconsciemment. Je vais te donner un exemple que je vois très, très, très fréquemment, qui revient très fréquemment dans les relations de couple. Par exemple, un homme qui s'est senti beaucoup envahi par les émotions de sa mère quand il était enfant, beaucoup étouffé, parce qu'elle était en dépression ou quoi qu'est-ce, peu importe, ou parce qu'elle gérait ses émotions d'une manière qui fait qu'il se sentait envahi par ça, surtout que, ben, enfant, on est souvent en fusion avec le parent. Donc, il va inconsciemment chercher une nana qui le renvoie à ce sentiment d'être envahi, étouffé par les émotions de l'autre. Soit qu'elle est hypersensible ou très émotionnelle, qu'elle exprime ses émotions d'une manière qui peut être envahissante. Donc, il va la chercher précisément pour ça. Donc, à un niveau inconscient, il lui dit, sois comme maman, ça me rassure. Et de l'autre, il va lui dire inconsciemment, oui, mais sois différente, gère tes émotions autrement, ou laisse-moi te repousser, sois celle que je peux repousser, de manière à ce que je puisse exister face à toi comme je n'ai jamais pu exister face à maman. En face, on a souvent une femme qui, par exemple, je vous donne des trucs, c'est un peu caricatural comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Donc de l'autre côté, il va y avoir une femme qui, par exemple, a grandi avec un père qui était assez coupé de ses émotions, qui pouvait être absent émotionnellement et ou physiquement d'une manière ou d'une autre. Donc elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie pas importante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir inconsciemment un partenaire qui est assez coupé de ses émotions, qui a la difficulté à être présent émotionnellement et ou physiquement ou tout ça à la fois. Et donc elle va lui envoyer le message, soit comme papa, parce que ça je connais, donc ça me rassure. C'est comme ça que je sais que je suis aimée. Parce que c'est comme ça que j'ai appris l'amour. Si tu regardes mon dernier post, en fait, l'enfant, il fait une confusion totale entre les comportements des figures d'autorité avec lesquelles il a grandi et ce que c'est l'amour. C'est-à-dire que pour lui, l'amour, c'est ça. C'est les comportements qu'ont eu ses parents, puisque ses parents devaient l'aimer. Même s'ils l'ont mal aimé, c'est ça l'amour dans son inconscient. C'est pour ça que ça demande à un moment donné de redéfinir consciemment qu'est-ce que c'est pour moi l'amour, puis comment ça se manifeste concrètement pour moi l'amour. Pas ce qu'il faudrait que ce soit, pas ce que j'ai appris que c'était, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment j'ai envie que ça s'incarne pour moi, dans ma vision des choses, dans mon référentiel à moi. Petite parenthèse. Et donc cette femme-là, elle va demander à cet homme à la fois, soit comme ça,
Et en même temps, ben, reconnecte-toi à tes émotions, sois présent, sois disponible. Et donc, ces espèces de double injonction qu'on va envoyer totalement inconsciemment dans la relation, elles rendent complètement fou. Puis ça fait que on bascule souvent d'un truc à l'autre, de oui, non, oui, non, oui, non, je sais pas, oui, je veux pas. Et toutes ces doubles injonctions, elles viennent toutes d'une même tentative inconsciente, qui est une tentative de se réparer. Qu'on essaie de se réparer en allant chercher ce qu'on pense ne pas avoir eu, ou en allant chercher ce qu'on a eu, en essayant de le transformer de manière à obtenir ce qu'on n'a pas eu. Dans tous les cas, il y a une tentative de réparation et on rentre en fait dans la relation en mode sauveur ou sauveuse pour se sauver soi-même. C'est-à-dire qu'on va essayer de transformer quelqu'un qui ressemble à ce qu'on a connu ou de prendre quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'on a connu, de manière en fait à réparer dans l'espoir d'obtenir enfin ce qu'on n'avait pas eu. Et ça, très souvent, ça ne marche pas. Puis ça met une pression telle sur l'autre et sur la relation, même si on ne le fait pas exprès, même si en apparence on ne demande pas beaucoup, que très vite on va rentrer dans des structures et des fonctionnements relationnels, des systèmes relationnels qui nous font énormément souffrir l'un et l'autre, même si au départ il y a énormément d'amour. Puis ce que je crois, moi, c'est que c'est à double tranchant, ce genre de situation. C'est-à-dire que soit c'est une opportunité extraordinaire si les deux savent la comprendre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une tentative de se réparer. Et à ce moment-là, chacun peut reprendre la responsabilité de sa réparation, de sa guérison, et en même temps faire du couple aussi un espace qui va soutenir ça. Ou alors, ça reste totalement inconscient, on ne reprend pas la responsabilité de ça, et donc on va s'entre-déchirer, s'entre-tuer pour essayer obtenir de l'autre ce qui, a priori, il ne va pas pouvoir nous donner, puisqu'on l'a précisément choisi parce qu'il était euh, pas capable de nous le donner, c'est-à-dire qu'il était comme papa ou maman. Donc c'est ça le paradoxe, c'est en fait on choisit inconsciemment quelqu'un qui va presque être incapable de nous donner ce dont on a besoin, et on va essayer de lui extorquer ça parce qu'on n'a pas pu l'extorquer dans notre enfance. Et quand on fait ça, inévitablement, on finit par se déchirer. Voilà, donc ça c'était mon petit tips de la journée. Si tu comprends ça, tu vas comprendre beaucoup de dynamiques très ambivalentes dans les relations. Puis, je te mets peut-être un lien pour réserver un appel si tu veux avec moi parce que très prochainement commencera le Mastermind Alliance. Donc c'est le premier mastermind qui va durer sur 1 an parce que c'est en fait dans la continuité du processus Union Sacrée sur lequel j'ai accompagné pendant pas mal d'années et puis qui devenait tellement condensé qu'en 6 mois ça tenait pas. Donc Alliance c'est vraiment un mastermind sur 1 an puis 1 an je trouve que c'est vraiment même peu encore par rapport au changement de paradigme que je propose, parce que c'est vraiment un effondrement total de la façon qu'on a d'aborder les relations habituellement pour aborder la relation vraiment de manière complètement nouvelle, puis qui est pas, j'allais dire, thérapeutique, même si je pense que la relation a le potentiel d'avoir une dimension thérapeutique exceptionnelle, mais que ça suppose d'avoir une certaine posture, un certain positionnement, une certaine façon de fonctionner, d'entrer en relation qui permettent que ça devienne thérapeutique. Mais je ne suis pas une adepte de la relation comme thérapie en soi. Je pense que elle peut être un soutien, elle peut être un espace qui soutient nos propres réintégrations. Je n'aime pas trop le mot de guérison en réalité. Mais je vois vraiment la nécessité de changer complètement de paradigme, de façon d'appréhender, de comprendre, de fonctionner en relation. Et c'est tellement ancré certains réflexes en nous que ce changement de paradigme, crois-moi qu'1 an, c'est pas beaucoup pour l'effectuer. Puis beaucoup de personnes qui sont dans mes processus, qui sont dans mes accompagnements, pardon, j'ai envie d'éternuer. Est-ce que ça va venir? Non, ça vient pas. Qui sont dans mes accompagnements me disent waouh, putain la vache, c'est un marathon et c'est tellement intense, c'est un tel effondrement de ce qu'on a l'habitude de connaître que ouais, c'est vraiment pas trop 6 mois, 1 an. Voilà pour moi. Je te dis une bonne journée et ciao ciao.